Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Alors, c'est une situation de santé publique qui a fait que ce matin, dans l'équipe, on a échangé sur la pertinence de recevoir notre prochain invité pour parler d'une situation d'une éclosion de tuberculose en milieu carcéral. Alors, on en discute avec le président du syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec, M. Mathieu Lavoie. Bonjour, M. Lavoie. Bonjour. Alors, c'est un peu comme le prétexte pour vous parler. Est-ce que vous avez des membres qui sont inquiets par cette situation de santé publique en milieu carcéral? Ben, c'est sûr que c'est une situation particulière quand on parle de tuberculose là, dans un endroit clos. Mais clairement, on sait que la santé publique a été impliquée, qu'il y a eu des actions qui ont été faites. Est-ce qu'ils sont suffisants? Je vous dirais qu'on avait la même problématique lors de la COVID-19. Là, on a décrié le fait des endroits clos, des endroits vétus. L'établissement de détention de Bordeaux est quand même un endroit plus que centenaire. Donc, clairement, il y a des problématiques. Et l'isolement en détention, des fois, est complexe, là, d'isoler les cas. Puis je pense qu'il y a des réflexions au niveau du ministère de la Sécurité publique à avoir sur des situations comme ça, comme comment on peut les gérer dans le futur. Vous parlez du ministère de la Sécurité publique. Honnêtement, pour eux, ça doit être la cerise sur le sundae. Là. Ils ont eu vraiment... Les dernières semaines ont été très difficiles. Pourriez-vous nous aider à refaire le portrait de la situation? Parce que en tant que contribuable, je m'inquiète énormément de voir la situation actuellement au niveau de la prise de contrôle. On a beaucoup parlé de la prise de contrôle du milieu de vie par les prisonniers. Je veux dire, où en sommes-nous dans cette situation? Pour moi, c'est une situation de crise. Là. On voit ça dans d'autres pays. Là, on a ça au Québec dans les institutions pénitentiaires, les pénitenciers de juridiction québécoise. Ben, en fait, c'est quelque chose qu'on pouvait prévenir ou voir venir d'avance. Là, quand on regarde la mentalité des services correctionnels dans les dernières années, puis on l'a décrié longtemps, de dire il y a une mouvance de la population carcérale, un changement de la population carcérale où le crime organisé, les gangs de rue sont davantage présents, prennent le contrôle parce qu'il y a un marché lucratif de trafic à l'intérieur quand il y a des intrusions par drone, des livraisons par drone qui grossissent de plus en plus en quantité, en nombre de drones également. Et parallèlement, on voyait le service correctionnel, dans le fond, réduire les règles, amoindrir la discipline, l'encadrement, donner davantage de pouvoir aux personnes incarcérées, de droits aux personnes incarcérées. Et on a déjà averti là, fréquemment les hauts dirigeants du service correctionnel que c'était dangereux de défaire cet équilibre-là, que le balancier devait revenir au centre pour qu'il y ait un équilibre des forces à même les établissements de détention, mais la mentalité était beaucoup vers la réinsertion, vers l'accompagnement des personnes incarcérées et non pas vers un côté plus encadrant qui est nécessaire pour obtenir une réinsertion sociale. Et on le voit, on les a prévenus, on les a mis en garde là à de nombreuses reprises. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Les manquements disciplinaires, la discipline à l'intérieur des murs est beaucoup moins présente qu'elle était dans un contexte où le droit du détenu, le protecteur du citoyen, les plaintes, les poursuites sont d'un nombre considérable des personnes incarcérées. C'est affolant d'entendre ça quand même, parce que ce sont des gens qui ont enfreint la loi. On a fait les gorges chaudes à dire que le président américain est un criminel condamné, mais des criminels condamnés, c'est ça la clientèle que vos membres doivent gérer tous les jours. Et ce que vous exprimez là demeure très inquiétant de voir que finalement, on est beaucoup trop doux dans le contexte actuel. Comment ça a commencé? Est-ce que cette situation, qui, tant qu'à moi, est un paroxysme actuel, là, je veux dire, quand cette situation a-t-elle débuté? Est-ce qu'il y a 10 ans, on vivait ça? Et en même temps aussi, y a-t-il un parallèle à faire avec les institutions de gouvernance fédérale? Ben, en fait, ça a commencé il y a une dizaine d'années quand on voit la modification des instructions des directives. Il y a une dizaine d'années, il y a une dizaine d'années, on a modifié donc les directives à vos membres. On voit les directives qui ont été modifiées au niveau des disciplines, au niveau justement de l'encadrement, où on nous parlait davantage de sécurité proactive, d'être moins encadrant. On a vu également l'arrivée là des agents de probation davantage présents à l'intérieur au niveau des gestionnaires
qui étaient nommés dans des hauts postes de direction, qui ne provenaient pas des services correctionnels, qui n'avaient jamais même vu une prison ou un secteur de prison de proche. Clairement, ça a eu des impacts sur de la façon qu'on gérait les secteurs et les personnes incarcérées. Parallèlement, on voit également l'alourdissement de la clientèle carcérale, le fait que les petits criminels qu'on disait à l'époque ne sont plus à l'intérieur des établissements de détention. Ils ont d'autres mesures alternatives qui sont à débattre. D'ailleurs, là, on parle beaucoup de sentences bonbons, là, de purger ta sentence à la maison, etc. Dites-moi, moi, j'ai besoin, en tout cas, d'un portrait général. Je suis généralement très informé. Je savais qu'il y avait pour des infractions, des condamnations de moins de 2 ans, la personne est incarcérée dans une institution de compétences québécoise. Au-dessus de 2 ans, on s'en va dans une institution de compétences fédérale. Il y a combien de prisons de juridiction québécoise au Québec, par exemple? Et combien de personnes d'après vous? On a 17 établissements de détention au niveau québécois. Tout bas, je vous dirais, la population carcérale, là, en ce jour, j'ai pas les chiffres exacts, mais on dirait peut-être autour de 5 000, 4 500, 5 000. Puis une des réalités, c'est, oui, on a environ 40% de la population carcérale actuellement qui sont des personnes sentencées à moins de 2 jours, mais à moins de 2 ans, moins 1 jour. Mm-hmm. Il y a également entre 60 et 65% de la population carcérale qui sont des gens prévenus, peu importe le crime qu'ils ont commis, que ce soit des meurtriers, que ce soit des gens multirécidivistes, des gangs de rue, du crime organisé, du gangsterisme, qui sont actuellement dans les établissements provinciaux. En attente d'une condamnation. Ça peut être quelqu'un de très dangereux, ça. Ça peut être des gens qui demandent la sécurité. Au-delà, est-ce que notre système qui, normalement, accueillerait des gens des sentences de moins de 2 ans, des crimes moins lourds, est-ce que nous avons des institutions à sécurité assez imposantes pour ce genre de prévenus-là? De toute évidence, non. Quand vous me racontez qu'ils se font livrer de la pizza avec des drones. En fait, la majorité de nos établissements, oui, sont sécuritaires. C'est sûr que la problématique est la même au fédéral au niveau de la livraison par drone. Ils ont les mêmes problèmes que nous au niveau des livraisons de drogue cellulaire. Faut comprendre, comme je le disais tantôt, que c'est un marché lucratif. Le crime organisé finance ses activités à l'extérieur. Les gangs de rue financent leurs activités à l'extérieur avec ces activités-là. Et en même temps, avec les cellulaires, se filment leurs exploits en prison pour impressionner et pour menacer des gens également. Quand on voit des séances de torture, des détenus qui se font battre sous caméra avec des cellulaires filmés pour mettre ensuite sur les médias sociaux, sur Snapchat, sur Facebook et d'autres médias. Donc, clairement, le problème est le manque d'investissement dans ces établissements-là depuis des années. C'est pas sexy politiquement d'investir, mais quand on est rendu que nos infrastructures s'écroulent, que les détenus peuvent retirer les fenêtres parce qu'ils font rentrer des outils, ils font rentrer des armes, des couteaux à l'intérieur pour régler des comptes, pour se protéger ou pour régler des comptes, clairement, on a besoin d'investir parce que les établissements de détention sont un peu le bout de ligne du système judiciaire. Les gens sont arrêtés par des opérations policières, sont confiés au service correctionnel parce que les juges considèrent qu'ils sont trop dangereux pour être dans la société ou à risque de récidive. Et de l'autre côté, les détenus rient un peu du système judiciaire en se faisant livrer de la pizza, du McDo, des ailes de poulet, des cellulaires, de la drogue, des médicaments, du tabac, des Nintendo Switch, des tablettes pour poursuivre leurs opérations. Pour une personne qui nous écoute actuellement, c'est complètement ahurissant d'entendre ça. Vous témoignez au nom de vos membres, vous représentez des gens qui sont gardiens, qui interviennent auprès de cette clientèle-là, vous déplorez cette situation-là. Là, quelle est la solution? Si moi, je suis ministre de la Sécurité publique, quels sont les gestes à faire? Et d'après vous, qu'est-ce qui sera prétexté pour ne pas les avoir fait jusqu'ici? Écoutez, quand on parle de sécurisation des fenêtres, exemple, souvent, ce qu'on entend de la part du service correctionnel ou des gens qui dirigent le service correctionnel, c'est que de mettre des grilles dans les fenêtres, là, il n'y aurait pas assez de lumière, puis ça serait pas bien pour le bien-être des personnes incarcérées, ça contreviendrait à des règles, aux droits humains. Tous les arguments sont bons. De l'autre côté, on utilise pour les agents, on utilise comme outil de gestion le temps supplémentaire obligatoire à outrance dans les établissements de détention pour donner des activités puis des services aux personnes incarcérées. Quand on compare, quand on voit dans le milieu de la santé qu'on coupe des services l'été pour justement éviter le temps supplémentaire obligatoire ou le réduire parce qu'on manque d'effectifs, et au service correctionnel, on justifie du temps supplémentaire obligatoire pour donner des activités aux personnes incarcérées. C'est un peu un non-sens. Là, je dois vous avez tout d'abord dit, on pourrait mettre des grillages.
ça serait perçu comme, bon, pas correct, trop cruel, etc. OK, ça débat. C'est certain que ça bouffe de la lumière. Est-ce que c'est bon pour quelqu'un qui doit se réinsérer? Peut-être pas, mais c'est quand même ça. Là. C'est pas compliqué. Là. Il y a un problème de sécurité. On peut pas mettre des grilles pour toutes sortes de raisons qu'on peut discuter, d'être d'accord ou pas. Vous me dites que le personnel est à bout de souffle parce qu'ils font du travail supplémentaire obligatoire. Et là, vous spécifiez que c'est pour des activités qui vous apparaissent très optionnel, c'est comme un service en boni aux détenus. Alors, et vous faites bien de faire le parallèle que dans le système de santé, on essaye d'éviter ce genre de mesures-là pendant l'été. Autre enjeu et pourquoi c'est pas réglé? Ben, écoutez, pourquoi c'est pas réglé? Souvent, on nous dit, la plupart des enjeux, quand on dit de raffermir la sécurité, raffermir la discipline, on a l'impression au Québec maintenant qu'une prison ne doit pas avoir l'air d'une prison, qu'une prison ne doit pas avoir l'air coercitif. Pourtant, à une époque, la prison n'était pas invitante et était quand même persuadait les gens de ne pas y retourner. Ben oui. Parce que c'est un peu le but de l'établissement carcéral, c'est de payer une dette à la société, mais aussi, elle ne doit pas être attirante. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens, compte tenu du fait qu'ils ont accès à des drogues, à des cellulaires, à poursuivre leurs activités criminelles à l'intérieur, le côté dissuasif de l'établissement carcéral a disparu avec la mentalité, justement, d'encadrement délaissé par les services correctionnels. Mm-hmm. Donc, on a parlé donc de sécurité de base avec les TNET, on a parlé des conditions de travail, du travail supplémentaire obligatoire pour les gardiens, pour des activités optionnelles tant qu'à moi, mais là, vous venez d'évoquer encore une fois, donc c'est la livraison de matériel, outils, drogues, jeux, etc., par drone. Non. Pour moi, là, je connais pas ça des drones, je connais pas ça des avions, mais me semble que de mettre des grillages par-dessus la cour où les gens ont des activités à l'extérieur, ça prend pas la tête à Papineau. Comment ça fait que ça se fait pas? Il y a une question d'investissement, une question de faisabilité. On en a 24 présentement de fait. Ils veulent en rajouter 15 pour qu'on en ait 39, ce qui va représenter, bon an, mal an, peut-être 50% des cours extérieurs au Québec. Mais clairement, il y a aussi, puis quand on parlait des fenêtres, là, on est rendu avec la livraison Amazon aux fenêtres. Directement, les drones viennent livrer leurs colis à la fenêtre des secteurs des personnes incarcérées. Donc, on a besoin aussi. Mais la fenêtre peut pas s'ouvrir. Vous n'allez pas me dire que la fenêtre dans une cellule s'ouvre? Ben, vous pourriez être surpris, les détenus retirent leur fenêtre avec des outils et la remettent en place par la suite à certains endroits. C'est absolument pitoyable. Honnêtement, je me mets à la place de nos auditeurs, auditrices, fait comme, mais voyons, ça n'a aucun sens. Alors là, si les gens trouvent ça épouvantable, comme moi, ce que je viens d'entendre de vos propos, de votre témoignage, parce que vous n'êtes pas là pour le fun, vous êtes là pour représenter des membres qui travaillent dans ces conditions-là, ça doit être très menaçant. On l'a vu récemment. On doit parler, on doit faire mentionner qu'on est outré de ça à notre député provincial. Qui est le ministre de ça à la CAQ actuellement? Monsieur Bonnardel? Le ministre, c'est François Bonnardel actuellement. Et on l'a vu dans les derniers jours, il a intervenu en ce sens-là. Et clairement, nous allons continuer à nous assurer que son message, parce que souvent on l'entend dire des paroles, des messages, mais il faut que le message descende dans la bureaucratie du service correctionnel. Mm-hmm. Et il faut que les gens qui gouverne, donne des résultats, puis que la parole passe aux actes maintenant et qu'on le sente rapidement sur le plancher correctionnel. Ben, je vous remercie de votre témoignage, M. Lavoie, puis c'est malheureux que ce soit pour des raisons de santé, comme la tuberculose, qu'on en parle, mais honnêtement, il est urgent de faire le ménage là-dedans. Alors, j'invite les gens à écrire à leurs députés, puis à soutenir M. Bonnardel s'il a l'intention de le faire, mais en tout cas, exiger des résultats. Merci beaucoup, M. Lavoie. Mathieu Lavoie, président du syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec. Une autre vision de l'actualité.